on peut maintenant, sans transition, demander à Anne-Sophie de partager avec nous quelques informations et nous aurons un moment d'échange immédiatement après. Merci Anne-Sophie. Très bien. Surtout un grand merci de m'avoir invité parce que pour moi c'est vraiment intéressant et l'échange qu'on aura après pour moi est important parce que ce sont souvent des points d'attention sur lesquels il faut que je sois vigilante. Donc ça me permet d'être pas hors sol mais d'être directement connectée avec la filière de santé maladie rare et Spifil, mais aussi avec ses centres de référence, centres de compétences et ses associations de patients qui sont partie prenante, donc c'est important pour moi. Je n'ai pas mis effectivement les slides sur le calendrier pour la prochaine labellisation, mais j'ai une petite date à retoucher. De toutes les manières, les slides que vous recevez en comité de pilotage pour les filières de santé maladies rares sont absolument à partager si vous le voyez l'intérêt. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez le diffuser avec vos centres et ce sera plus l'information est diffuse et claire, transparente, mieux c'est. Donc c'est comme ça qu'on travaille de mieux en mieux. Et puis je suis ravie de savoir que vous êtes à la Maison Maladies Rares. J'ai pas pu y aller depuis son. Alors c'est un historique sur Bicêtre quand même depuis 2014, mais là, je sais que vous avez un nouveau site Maison Maladies Rares pour cette plateforme d'expertise maladies rares. Donc j'ai hâte de pouvoir la voir aussi in situ. Donc un historique, je ne suis pas rentrée sur le détail de ce qu'avait apporté le premier plan, deuxième plan, troisième plan, parce que vous êtes tous des acteurs pour beaucoup engagés, je dirais, depuis 2005. Donc l'histoire, vous la connaissez, la visibilité à donner à des centres experts. Ensuite, les filières, une coordination avec ces centres de référence pour avoir une approche en transversale et de travailler tous ensemble. Et puis, je dirais que l'enjeu de notre troisième plan maladies rares, pour moi, il est essentiellement un enjeu autour de la data, du partage, que ce soit pour la recherche, mais aussi dans le soin. C'est donc un plan interministériel porté par le ministère des Solidarités et de la Santé, mais aussi le MESRI. Donc, c'est important de s'appuyer sur ces deux volets, surtout dans les maladies rares, où on sait que le lien est tenu entre soins et recherche. On a dans nos comités de suivi, de pilotage du PNMR3, des associations également qui sont là, elles aussi, je dirais, depuis les années 80-90 et qui ont œuvré pour qu'il y ait un premier plan maladies rares, donc la FM Téléthon, l'Alliance maladies rares, Vaincre la mucoviscidose, l'Association française des hémophiles. Donc c'est important de voir aussi leur action et notamment à l'époque avec le règlement du médicament orphelin 1999, le lien qu'il y avait eu avec la FM Téléthon, Vaincre la mucoviscidose, pour pouvoir créer Euror 10, notre fédération européenne des maladies rares. Donc il y a un rôle très proactif et coordonné avec nos centres, mais aussi avec le ministère. Donc le PNMR3 est bientôt à sa 3e année. Donc, on a des actions qui sont portées les 2/3 par la DGOS, donc une des directions du ministère des Solidarités et de la Santé. Et puis, les autres actions sont portées par le ministère de la Recherche ou bien par la DGCS, c'est-à-dire tout le champ autour du handicap et du secrétariat du handicap. On a des sujets qui sont sensibles au niveau des financements des centres, de nos appels à projets, des sujets autour du dépistage néonatal, l'accès au traitement. Donc, ça demande pour nous d'être réactifs et d'avoir je dirais, un circuit de transmission et d'information en continu avec vous. Et c'est important pour nous de nous appuyer sur les filières, sur les centres et sur les associations. Donc, vous aurez les slides de toutes les manières. Je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement pour vous dire que notre PNMR3 s'articule en 11 axes avec des sujets un peu emblématiques qui sont pour réduire l'errance et les impasses diagnostiques, qui est l'axe 1, que nous pilotons avec un lien avec le plan France Médecine Génomique et avec Avisan. Et puis, je dirais, l'autre enjeu du plan, c'est aussi un accès aux thérapeutiques. Donc ça, c'est beaucoup l'axe 4. Je vous présenterai quelques slides. C'est en construction avec la DGS, qui est le pilote du projet avec la DSS. Et donc, il y a des nouvelles,
des nouvelles réglementations. Il y a une loi qui permet un nouvel accès, les RTU n'ayant pas été utilisés ou très peu pour des maladies fréquentes, mais encore moins pour des maladies rares. Il fallait essayer de trouver un nouveau système pour pouvoir un peu remplacer les RTU. Donc ça, je ferai un point aussi sur ce sujet-là. Donc, je me suis appuyée pour faire mon retour, simplement pour pouvoir décrire quel est notre quotidien. Alors, je me suis appuyée sur ce rapport des filières, qui est le dernier, et puis on en aura un pour 2020 qui devra, voilà, qui sera, la première version, on la recevra avant l'été, et puis après on compile, on fait une partie de synthèse sur 20 pages, ça demande un gros travail pour compiler les retours des 23 filières, pour voir un petit peu ce qui se dégage par rapport à ces actions que l'on met en avant sur l'axe 1, sur le déploiement de la BNDMR également, sur l'accès au traitement pour les maladies rares, l'axe 4. À l'époque, c'était le premier PPR de l'action 5.2 coordonné par le MESRI pour le travail. On avait eu, pardon, le 5.4 pour les impasses diagnostiques, mais il y a un travail avec aussi le JPRD qui est coordonné par l'INSERM, qui est notre plan maladie rare de la recherche, qui est important et avec lequel on doit s'articuler. Et puis, on a aussi des actions qui tournent autour de l'amélioration du parcours de soins. Donc voilà, donc je reviens juste par rapport à notre axe 1 du plan sur la question de réduire l'errance et l'impasse diagnostique. J'ai vu que vous faisiez partie, la filière Respisfil, la deuxième vague de préindication qu'il y a eu. Donc on a maintenant 51 préindications pour les maladies rares pour envoyer des échantillons vers les deux plateformes Oragen et Sequoia. Et puis, il y a aussi un travail qui s'est fait de mutualisation de RCP autour des syndromes malformatifs, avec plusieurs filières et les filières Andira. Et puis l'idée aussi d'avoir une RCP génomique avec un pilote dans le nord, enfin sur Oragène et puis dans le sud et sur Sequoia dans le nord. Donc nous, pour accompagner le développement de cette mesure, on a aidé en favorisant le recrutement d'assistants de prescription, de postes pour pouvoir soutenir le travail des porteurs de préindication. Donc c'est un travail qui est transversal, qui se fait au niveau d'un établissement. Donc à Bicêtre, il y en a un. Je vais vous présenter une cartographie parce que Respifil n'est pas qu'à Bicêtre. Donc vous pourrez voir si vous avez un jour une impasse diagnostique avec le besoin d'envoyer un échantillon vers une des plateformes, il y a ce soutien avec du temps humain. Donc il y a un travail qui est fait par ma collègue Diane Gozlan d'Avisan qui fait un travail étroit d'accompagnement de ces assistants de prescription pour pouvoir leur créer un compte, Spice et iGen, donc pour les deux plateformes génomiques, et tout un travail aussi de mise à disposition des documents qui existent, qui ont été faits pour la préindication, enfin pour les préindications, qui sont les consentements, les notices d'information, des recommandations, des brochures, et puis voilà, tout ce qui peut les aider à prendre le plus rapidement possible leur poste et pour pouvoir ensuite répondre aux besoins des acteurs, des centres de référence, des centres de compétences aussi qui peuvent avoir des échantillons et des personnes en impasse de diagnostic avec une préindication dans le champ de leur pathologie. Donc, dans le bilan de ces assistants de prescription, on n'est pas encore au maximum de nos recrutements, mais on suit ça de près. Ils ont bénéficié de formations par Sequoia et par Oragen. Ils sont donc développés par rapport à une des plateformes, selon qu'ils soient au nord ou au sud. Il y a aussi des réunions d'information avec les plateformes, le plan France Médecine Génomique et le PNMR3. Et puis, il y a aussi des participations aux réunions d'échanges trimestriels du plan France Médecine Génomique. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer aussi un réseau de soutien entre eux pour pouvoir mieux vous accompagner. Donc, voilà
la cartographie qui est en cours. On a encore quelques points rouges, donc à Tours et puis à Saint-Étienne. Sinon, le reste est en bonne voie. Nice, malheureusement, avait un poste et là, il faut qu'elle refasse un recrutement. Strasbourg, c'est presque finalisé, donc on voit que c'est déjà bien implanté. Et puis, il nous reste sur les gros centres, parce qu'on a fait ce choix des localisations en fonction également du nombre de centres de référence et la population, je dirais, possible d'échantillons. Donc, il reste 3 postes à recruter pour Paris-Nord, pour Paris-Centre, et puis, enfin, un pour Paris-Nord, un pour Paris-Centre et un pour Paris-Sorbonne. Donc, ça, c'est des choses qui sont en cours. Donc, c'était un rapide point. Donc, ce qu'on pourra peut-être faire, c'est à l'issue, en fonction, je vais d'une traite faire ma présentation et puis ensuite, vous me poserez des questions. Il y a une autre initiative, donc c'est l'action 3.1 du plan. Je voulais vous présenter. Alors, vous savez, Bamara, Pyramide, on incite beaucoup pour qu'il n'y ait pas de double saisie et qu'à l'issue, à la fin du plan, Pyramide soit renseigné par les données qui auront été d'activité rentrées dans Bamara. Donc ça, c'est un premier plan. Mais là, je voulais vous présenter une initiative une personne que l'on a aidée, que l'on a financée pour Orphanet, mais qui est sur la Banque nationale des données maladies rares, qui est affectée là, qui a fait un travail un peu avec des filières qui n'étaient pas forcément génétiques, mais sur d'autres items qui n'existaient pas dans la BNDMR, dans Bamara, pour pouvoir voir avec des codes HPO, pouvoir renseigner dans la description phénotypique du malade, et ça, c'est dans le set de données minimum maladies rares, et de pouvoir rentrer des nouveaux auto-anticorps identifiés et de pouvoir les faire valider dans HPO, en plus des 48 anticorps déjà développés. Certaines de nos filières sont très intéressées par ce sujet, notamment Finemus, parce que ça leur permet aussi d'adapter les traitements et de suivre mieux leurs malades avec un renseignement plus complet de la description du malade, notamment du côté des anticorps. Donc, les filières ont été sollicitées pour ce travail et donc il y a des allers-retours. C'est un sujet qui se construit avec l'objectif d'une mise à jour de Bamara pour pouvoir intégrer ces nouveaux codes anticorps HPO dans Bamara à l'issue de cet été. Donc, c'est un projet qui est un peu différent d'habitude. C'est pour ça que ça me paraissait intéressant de présenter une facette de la BNDMR qu'on connaît moins et qui est intéressante également parce que voilà, ils sont à l'écoute de vos projets, de vos demandes. Donc, c'est intéressant de voir que le terrain peut aussi remonter sur la BNDMR. Un volet que je vais vous présenter aussi, que l'on soutient également, même si c'est la DGS et la DSS qui sont les pilotes, c'est toute la question autour de la promotion de l'accès au traitement dans les maladies rares. Donc, c'est donc l'axe 4 du PNMR 3 qui promeut cet accès. Donc, en regardant le rapport d'activité des filières, on a déjà pu voir plus de 16 filières qui avaient déjà mis en place quand même un réseau, notamment par rapport aux essais cliniques, par rapport au traitement, c'est-à-dire qu'il s'est déjà bien identifié dans beaucoup de filières de santé maladies rares d'avoir un groupe de travail autour des médicaments. Donc l'idée, c'est d'avoir une bonne visibilité de ce travail, de savoir quels sont aussi les traitements qui sont le plus utilisés, parce que je vous développerai plus tard dans une slide suivante tout l'intérêt de ce qui est en train de se mettre en place. Et donc, il faut pouvoir être prêt et d'avoir cette réflexion sur des traitements, notamment des traitements hors AMM. Donc, c'est important d'avoir ce réseau aussi. Et beaucoup de filières ont appelé ça un guichet unique. Ça permet de coordonner, même pour les essais cliniques, de pouvoir être plus réactif et prêt en sachant, pour pouvoir accueillir des essais cliniques. Donc, à la fois pour soutenir des projets de recherche académique. Et puis, il y a vraiment aussi l'idée et je sais que Respifil est en lien vraiment avec le RN Lung et
c'est aussi important de faire un lien avec les ERN. Donc, on a également un soutien. On est en train de voir si, avec la BNDML, pour l'instant, il y a il y a que les médicaments orphelins qui peuvent être renseignés dans le set de données minimum maladie rare. Mais si on pouvait peut-être créer un cartouche traitement pour être plus à part du set de données minimum maladie rare, mais qui permettrait peut-être d'accompagner cet axe. Donc, on a accompagné les filières, chacune des filières, parce que pour pouvoir mettre en place, donc c'est une des actions du plan, c'est écrit dans le plan de mettre en place un observatoire des traitements. Alors ça paraît un gros mot, mais en fait c'est un suivi des molécules d'intérêt qui sont données par la filière. C'est un tableau Excel qui est pas compliqué à recenser. L'idée c'est de pouvoir faire ce travail au fil de l'eau, pouvoir une fois par an communiquer et faire une journée un peu sur les traitements au sein de nos filières. On a accompagné cette action par un financement dans la dernière circulaire en 2020 et puis en C1 2021 d'un poste qui serait un profil un peu de pharmacien ou du temps de vacation de pharmacien, parce que certaines filières ont déjà ce profil et c'est très intéressant pour créer des liens sur des thérapeutiques qui arrivent, et on a notamment tout un travail qui se fait avec la NSM. Et puis, on a aussi un projet pilote. On travaille ça avec la Fédération des spécialités médicales. C'est de pouvoir avoir des registres des pratiques sur les traitements qui seraient sur des traitements d'intérêt pour pouvoir commencer à faire un peu un pilote sur des traitements en vie réelle et de pouvoir renseigner au fil de l'eau des données sur ces traitements pour le patient. Donc, on commence par un volet traitement d'intérêt hors AMM, mais l'idée, c'est de pouvoir après ouvrir à des thérapies innovantes, à des sujets plus larges. Donc, on a également un soutien de la BNDMR pour aider à un cartouche, je dirais, des traitements. Et donc, voici, alors c'est peu lisible, mais nous allons faire une communication dès que ce sera prêt. Quand cette note d'information a été signée par nos deux directions générales, Katia Julienne et Jérôme Salomon. Donc, il y a une note d'information pour appuyer un peu le lancement de cet observatoire des traitements, avec un tableau de recensement des pratiques de prescription hors AMM d'intérêt des filières. Donc, il y a simplement voilà, un cadre un petit peu à renseigner. Et ça s'appuie en fait parce que dans le PNMR3, il y a eu toute une action pour mieux encadrer les pratiques de prescription hors AMM, et finalement elles sont généralement pas notifiées, et les prescriptions se font sans que ce soit, bien sûr, pour que le remboursement soit fait. Donc on a un peu de capacité de pouvoir suivre les traitements. Et donc, il y a la loi de le financement de la sécurité sociale de 2021 qui fait toute une refonte des dispositifs d'autorisation temporaire d'utilisation et des RTU, et qui, pour notre champ, va pouvoir nous proposer par un décret au Conseil d'État donner la possibilité d'avoir une ouverture à un accès compassionnel pour des traitements hors AMM qui auront été repérés par la filière, vus aussi avec des associations, comme des traitements d'intérêt, et de travailler avec la NSM pour ensuite travailler sur cette indication et pouvoir lui donner un cadre plus autorisé, je dirais, de délivrance. Donc, bien sûr, l'efficacité et la sécurité des médicaments doivent être présumées au regard des données cliniques disponibles. Donc, c'est un travail important on attend ce fameux décret au Conseil d'État qui doit sortir le 1er juillet. Il y a eu des réunions, notre groupe de travail, on a un groupe de travail sur les traitements au sein du PNMR3 avec des filières qui étaient volontaires pour travailler sur le médicament. Et donc, on a eu des échanges sur le contenu de ce décret d'application. Mais maintenant, voilà, on attend avec hâte de voir un petit peu le cadre pour
pour pouvoir mettre en place tout cet nouvel accès compassionnel qui est là pour un peu répondre à ce que les RTU n'avaient pas pu apporter. Donc ça, c'est également un champ du plan maladie rare 3 que l'on suit de très près, et les filières de santé maladie rare ont été vraiment repérées comme étant le bon interlocuteur, parce que pouvant faire remonter les retours des centres de référence, de pouvoir avoir peut-être une décision collective pour tel ou tel traitement d'intérêt et construire ensuite le retour avec la NSM. Alors évidemment, on sait bien que dans les filières de santé maladie rare, dans les groupes de travail, ce sont les centres de référence qui sont la matière et qui sont au cœur de cette action. Donc bien évidemment, quand je parle de la filière, c'est les centres de référence, je dirais, sont ensuite les reliés étroitement avec la filière. Donc dans la suite de ces actions, de ce panorama des activités, j'ai pu noter aussi qu'il y a pour la filière Respifil des choses vraiment intéressantes, avec un film pour sensibiliser à l'hypertension artérielle pulmonaire réalisé sur 3 hôpitaux. Donc ça, c'est clairement l'importance aussi de donner une visibilité à nos maladies rares. Il y a toutes les questions pour garantir l'annonce de diagnostic adapté. Et puis, vous savez qu'on a eu toute une politique de financement pour l'éducation thérapeutique du patient. Et dans mon groupe de travail, j'ai eu des gens qui sont chez vous, centre de compétences, qui sont actifs dans la filière Respifil et qui ont fait partie de ceux qui m'ont aidé à construire cet appel à projet. Cette année, la particularité, c'est qu'on avait des centres de compétences aussi qui pouvaient participer à cet appel à projet 2020. Et puis, on a vu que la crise Covid a fait que beaucoup d'outils numériques qui étaient déjà disponibles pour de l'éducation thérapeutique du patient ont vraiment rendu service. J'ai eu des témoignages dans ce sens-là de la filière FAI2R à Lille, avec l'outil numérique permettait de garder le lien pendant le confinement avec la personne malade. Et ça, c'était aussi quelque chose d'intéressant pour la pertinence de ces outils. Et il faut savoir qu'en 2020, il y avait sur les 99 projets d'ETP qui étaient financés, 70 avaient des modules en IETP dans la proposition de programme. Donc, pour la filière Respifil, après, je rentre un peu dans les détails, voilà. Pour l'appel à projet ETP 2020, on a eu 99 projets financés avec des nouveaux projets pour les 2 tiers. On a exprès mis un montant important pour le financement, c'est-à-dire qu'on a en 2 tranches 22 500 € pour un nouveau programme en amont et puis 22 500 à la fin de la construction du programme. Ça comprend à la fois les outils, les cartes en photolangage, tout ce que vous voulez, le temps de coordination. Ça peut être du temps humain aussi de référents, de personnes spécialisées en ETP, encore infirmières coordinatrices, enfin de personnes qui peuvent aider à créer ce programme ETP. Et puis il y a la partie aussi formation et notamment des formations experts qui fait partie aussi de ces crédits, de l'utilisation de ces crédits. Donc pour la filière Respifil, on a eu donc, on finance en 2 temps et on aura pour l'appel à projet de 2019 une deuxième tranche qui sera versée cette année à la fin de l'année, en 2021. Donc, la filière Respifil est très active. Hein, il y a eu beaucoup de projets. Voilà, vous les connaissez, mais ça me paraissait important de les souligner, de les remontrer. Et notamment un qui est sur la transition enfant-adulte. Il y a eu quelques filières quand même qui se sont mobilisées sur le champ et il semble que le TP se prête bien à cette transition enfant-adulte. Voilà pour 2020, je dirais, encore plus de programmes qui ont été portés. On a vu que le fait d'ouvrir au centre de compétences maladies rares avait permis, par exemple, au CHU de Grenoble d'avoir le centre de compétences des maladies respiratoires rares qui a pu participer à un programme et qui a été accepté. Donc ça aussi, c'est encourageant
pour ces centres, et puis à Tours également avec le centre de compétences de l'hypertension pulmonaire. Puis voilà, donc ça c'est aussi important d'ouvrir aussi parce qu'il y a beaucoup de ces centres de compétences qui sont formés à l'ETP et qui étaient tout à fait à même de construire un programme ETP. Donc ça permet de démultiplier les moyens aussi pour la filière. Vous avez été aussi RSPFIL très actif pour les protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Et là aussi, on a le même système de versement. On a eu donc un jury le 15 octobre 2020 avec 98 projets déposés, 97 projets qui ont été portés et voilà. Et donc 98 projets qui ont été acceptés. Donc, avec 88 nouveaux projets de protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Donc, voilà. On a pour la filière, là aussi, une grande dynamique pour ces appels à projets PNDS, parce qu'en 2019, on avait déjà énormément de projets. On avait également des PNDS à actualiser. Et puis, pour 2020, l'appel à projet, le dernier appel à projet, vous avez un complément avec 3 autres PNDS portés par différents centres de la filière. Donc, c'était important de montrer le dynamisme de la filière sur ce champ-là. Un petit récapitulatif parce que j'ai eu des retours de centres qui me demandaient pour le timing, pour savoir quand financer, quand apporter les référentiels de compétences. C'est notamment pour l'appel à projet ETP 2020. Le référentiel des compétences était prévu pour fin juin 2021. On va vous donner, on donne une deadline supplémentaire, ça peut être pour fin juin 2021, mais j'ai déjà eu le retour de RespiFil. Donc, vous êtes, en fait, le plus tôt est le mieux parce qu'on sait que ces référentiels des compétences permettent de mettre en place après le travail sur les différentes séances d'éducation thérapeutique du patient, et plus le temps tarde pour faire ce référentiel des compétences, plus après ça peut être décalé. Ce que l'on a également par rapport à l'appel à projet initiaux, les 2 appels à projet ETP, nous avions au départ dit que ce qui allait être validé pour valider le versement des 50% autres, c'était de pouvoir voir la mise en place des séances d'ETP. Compte tenu des circonstances, certains ont pu prendre du retard aussi dans la formation en raison des confinements, de l'épidémie Covid. Vous êtes une filière extrêmement sollicitée pour la période Covid, ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les filières, mais la filière RespiFil a été en première ligne. Donc, nous avons fait un format qui sera plus light, c'est-à-dire la seule chose que nous demandons, c'est la construction du programme et qu'il soit déposé sur le site de l'ARS, sachant que maintenant, c'est déjà aussi plus facile pour déposer un programme ETP. Ça passe moins par tout le formalisme qu'il y avait précédemment. Donc, on allège, je dirais, le rendu que vous avez à donner et simplement un email de confirmation. Alors, tout ça, ça nous est remonté par la coordination de la filière, mais au bout, on est bien conscient que ce sont des centres de compétences, des centres de référence maladies rares, des établissements. Surtout, appuyez-vous sur les UTEP, les UTET. Ils sont vraiment là aussi pour vous accompagner sur l'éducation thérapeutique du patient. Ils connaissent bien les circuits, donc que vous ne soyez pas aussi seul et démuni. Il y a tout un champ aussi pour vous accompagner sur ce déploiement. Donc, dans notre panorama des actions des filières, on peut finir aussi par toute la partie formation, et on voit que ce volet-là chez RespiFil est très développé avec un DIU, avec des diplômes universitaires sur plusieurs maladies rares respiratoires, avec des séminaires également. Et c'est important aussi de montrer ce dynamisme, et on encourage toute cette partie formation. Juste un petit panorama sur ce que les filières, on a récolté un peu ce qu'elles avaient fait. Donc, on a des filières qui sont engagées dans les situations d'urgence et complexes, la médecine de ville, la formation des jeunes médecins, la transition jeunes adultes,
la formation des patients experts, la médecine génomique, l'éthique en santé, les formations nationales et européennes. Donc voilà les thématiques ciblées pour les filières avec un financement que nous apportons chaque année pour pouvoir soutenir leurs actions. Et puis, le dernier point que je voulais aborder, c'est les filières dans le troisième plan maladies rares ont un rôle beaucoup plus important, je dirais. En tous les cas, beaucoup de nos actions du plan s'appuient sur le travail des filières. Donc, moi aussi, je remercie la coordination des filières et puis le coordonnateur parce que c'est important. Et on voit aussi, il y a eu des actions outre-mer, mais aussi avec les ERN et que le RN Lang et le professeur Imbert est vraiment très impliqué dans cette ERN. Et je pense que cette dynamique avec Annie Clément, avec d'autres médecins, Vincent Cotin, cette dynamique est importante et le professeur Olivier Slitmont, parce que ça donne vraiment, enfin, pour siéger au niveau de l'Europe à la Commission européenne, au board des Member States, voilà, on est regardé parce qu'on a une dynamique grâce à nos centres de référence extrêmement importante et je crois qu'il y a beaucoup à partager au niveau européen et on a à apprendre aussi ce qui fait des bonnes pratiques au niveau européen. Donc dans ce bilan des actions qui était important, qui se lit un peu, moi j'y retourne très souvent parce que ça se lit vraiment, c'est très intéressant, vous pouvez le trouver sur le site du ministère. Il y a eu des mesures Covid aussi, on a fait un onglet Covid-19 pour comment les filières avaient travaillé sur le sujet. Certaines ont fait tout un soutien psychologique. C'était intéressant aussi avec des plateformes d'écoute. Donc ça aussi, c'est intéressant aussi à voir comme travaux. Et puis, je suis sûre qu'il y en a d'autres. Celle que j'avais retenue à l'époque pour la filière Respifil étaient des recommandations, aussi des recommandations sur le déconfinement, mais je suis sûre que depuis, la filière a dû produire d'autres recommandations. Et puis, il y a tout un travail que la filière porte, et c'est pour ça que je le souligne, parce que pour nous, c'est important, sur un travail avec Orphanet, et puis également le lien avec Radico. Alors, c'est les cohortes de recherche, donc DCP et PID. C'est important aussi de faire le lien entre le soin et la recherche et de pouvoir pérenniser ces cohortes radicaux qui ont quand même mobilisé beaucoup de temps, beaucoup de monde et on est tout à fait, c'est vraiment important de continuer à avoir ce lien très fort avec Radico. Et puis bon, je pense qu'avec Annick Clément, vous êtes bien au fait de pouvoir travailler sur ces cohortes de recherche. Un dernier point, on avait vu l'importance des plateformes d'expertise maladies rares, et notamment celle de Bicet, qui était un modèle du genre et qui est là depuis 2014, avant qu'on fasse notre appel à projet. On voit bien qu'il y a une dynamique qui peut aider. Et donc, pour les sites et les centres qui n'ont pas encore de plateforme d'expertise maladies rares, sachez que Tours-Orléans va se développer, Rouen-Caen également porter un projet, Nancy-Reims avec Strasbourg, Limoges, Paris-Nord, Paris-Sorbonne Université. Annie Clément a été très active sur le sujet et c'était un très beau projet. Toulouse, Montpellier et Nice et Nice-Corse. Donc voilà un peu, notre jury a eu lieu la semaine dernière. Donc officiellement, je ne peux pas encore vous donner les résultats, mais très certainement, les sujets étaient vraiment très bien articulés. Et nous, on a une dernière validation à avoir par notre directrice générale, mais on reviendra très rapidement vers la filière pour qu'elle puisse ensuite informer les centres de référence de la publication de leur site, sur leur site, là où ils sont. Donc voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ce tour d'horizon très complet qui est très informatif, je trouve. Merci aussi pour, encore une fois, la bienveillance et le dynamisme que vous démontrez au quotidien. Je sais que Céline Lustremont et son équipe apprécient beaucoup toutes les interactions avec vous. Et donc là, on a quelques petites questions sur le chat. Je vais passer la parole tout d'abord à Annick Clément qui lève la main. Et voilà, donc à oui, toi, Annick. Désolée, je trouve que c'est plus simple, le lever de main. Voilà. Bon. Merci beaucoup Marc et merci, et je suis absolument d'accord avec toi. L'équipe opérationnelle de Respifil fait un travail fantastique
Et je crois que tout le monde en est tout à fait conscient, en particulier, n'est-ce pas, le ministère. Et je voudrais aussi remercier Anne-Sophie parce qu'elle est d'une aide absolument remarquable. On peut avoir… Si. J'ai connu beaucoup le développement de tout ça et je pense que tu as vraiment à cœur de nous aider à déployer le mieux possible les actions pertinentes. Et ça, alors là, vraiment, c'est un soutien fantastique. Voilà. Ceci étant dit, je vais revenir sur plusieurs points de ta présentation et peut-être celui, parce qu'on en discutait au niveau de Respirar, celui de la transition enfant-adulte, en fait qui ne concerne pas que l'une ou l'autre de nos pathologies, mais qui concerne à peu près tout le monde. Et je voudrais, si tu peux refaire un point un petit peu sur le déploiement de cette transition d'une façon, on va dire, un peu nationale, parce que les problématiques sont partagées par tous. Et je pense qu'un point d'information, d'actualité, et puis comment ça va se projeter dans le futur aiderait beaucoup. En fait, Annick, je pense que le travail qui pourrait être fait, mais ça peut être tout à fait un groupe de travail qui se met en place là-dessus. On a quand même, je trouve, par rapport au programme ETP d'éducation thérapeutique du patient, il y a eu pas mal de propositions pour porter des projets en transition enfant-adulte. Ce qui peut déjà être intéressant, c'est de voir les projets et de voir aussi le travail sur les référentiels de compétences et de voir un petit peu si se dégage un minimum dataset du référentiel de compétences, je dirais, transfilière et transprogramme de transition éducation thérapeutique du patient. Je trouve que déjà, c'est un travail qui pourrait être intéressant à porter. Mais est-ce qu'au niveau du ministère, vous avez une organisation pour ça qui est en place? D'accord. Non, c'était une question, on en parlait avec Marc et avec Vincent l'autre jour aussi. C'est un point important, peut-être que comme les problématiques sont quand même relativement identiques avec la particularité des pathologies, bien évidemment, mais c'est plutôt la dynamique qui est portée. Et le ministère peut aider dans la dynamique avec des financements pour aider dans la dynamique. Enfin, voilà. Alors, je suis d'accord avec toi, mais ça, il va falloir que ce soit dans le 4e plan maladie rare, parce que oui, pour l'instant… là, on se projette dans le présent, le futur et tout ça. Voilà, ça peut être des choses intéressantes. Pour le PNMR4, il n'y a aucun problème, mais je pense qu'on pourrait ne pas attendre le PNMR4 et quand même déjà voir ce qui se construit avec ce qu'on a. Je te dis, il y a beaucoup de programmes ETP qui sont quand même autour de ça. Donc, voir un petit peu avec les porteurs… brainstormer sur ce sujet-là. Et puis, il y a un travail aussi interfilière sur la transition, porté, il me semble, avec la filière Neurosphinx. Donc ça aussi, c'est important aussi de faire le lien avec ce qui se fait depuis quelques mois et années en interfilière sur la transition. Alors, si je peux juste t'associer à Marc, hein, qui joue un rôle très important maintenant dans la coordination, et merci beaucoup, et merci aussi à Vincent, hein, parce que j'adore le comité directeur qu'on forme, il est harmonieux, et donc on a vraiment envie de tous de participer. Donc les liens avec le RN, comment vous voyez leur développement, Marc étant bien placé pour le RN Lung, peut-être un commentaire sur comment vous voyez la mise en place ou le déploiement de ces liens-là dans les différents thèmes, hein. Alors, je peux peut-être commencer, mais je vois qu'Anne-Sophie a fermé son micro. Donc, sur le RN Lung, effectivement, c'est encore quelque chose qui, pour moi, est en développement. Hein, ce n'est pas du tout comme les filières de santé maladies rares en France, qui, à mon avis, sont beaucoup plus matures. Beaucoup plus matures. Les ERN ont encore toute une action vraiment d'inscription dans le paysage européen, de la prise en charge des patients souffrant de maladies pulmonaires rares, avec une mission qui est avant tout le soin transfrontalier avec le développement des plateformes de partage d'images, de partage d'informations. Donc moi, ce que j'aimerais bien un jour, c'est me rapprocher avec le comité directeur de Anne-Sophie et de son équipe, avec l'équipe opérationnelle Respifil, pour voir comment on peut développer une plus forte empreinte française dans le RN Lung. Alors j'informe Anne-Sophie que je vais être le président
de la Société européenne de pneumologie, que la Société européenne de pneumologie aimerait bien nous aider à avoir une action plus importante avec des moyens humains éventuellement qui pourraient nous être attribués, ne serait-ce que pour la rédaction d'un dossier. Donc moi, je trouve que le RN Lung, c'est un très beau potentiel. Et je pense qu'avec la qualité de la filière, on pourrait éventuellement avoir une cohérence entre nos actions françaises et européennes. Oui, je pense, oui. Alors, voilà, Anne-Sophie, voilà, le micro est ouvert. Oui, pardon. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce sujet des sociétés savantes, je crois qu'il est à construire finement. Moi, il m'intéresse beaucoup. Il correspond aussi à d'autres ERN, hein, parce que il faut surtout pas que nos ERN soient. Il y a une complémentarité avec les sociétés savantes et parfois j'ai l'impression qu'il y a une compétition qui se met en place qui, à mon avis, tout le monde sera perdant. Et donc, je trouve que ce lien ERN, coordination de l'ERN avec les HCP et la société savante, en fait, il doit se construire ensemble. Et c'est tout à fait des sujets qu'on pourrait travailler ensemble. Et moi, je peux tout à fait, après, avec les États membres et la Commission européenne, dire que voilà, il y a tel sujet qui est remonté. C'est tout à fait dans mes attributions de servir aussi de courroie de transmission pour pouvoir faire bouger les lignes. Alors avec plaisir, hein, je ne vais pas accaparer la parole. On a des réunions régulières avec la DG Santé et un groupe de députés européens et on essaiera de vous faire un résumé. Comme ça, ce sera très, très efficient. Je crois que Vincent avait un dernier commentaire avant de vous libérer, Anne-Sophie. Non, ça va. Oui, bonjour madame, je m'associe aux remerciements et aux félicitations qui ont été faites à vous et puis à la coordination de la filière et à l'équipe de la filière. Ma question, en fait, elle est un petit peu dans le prolongement de ce que vous venez de discuter avec Marc, c'est-à-dire les ERN. J'étais intrigué par la place que vous voyez potentiellement des filières pour les essais thérapeutiques. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus comment vous verriez le rôle de la filière? Il se trouve que dans notre filière, je crois qu'on a déjà pas mal d'essais thérapeutiques, on peut certainement faire mieux. Et on a bénéficié d'une bonne fluidité pour la mise en place des PNDS, des appels d'offres d'éducation thérapeutique. Effectivement, si on avait un système très fluide, peut-être que ça améliorerait les essais thérapeutiques. On ne voudrait surtout pas, à l'inverse, créer une usine à gaz qui nous rende les choses assez compliquées alors qu'on a pas mal d'accès à des essais. Oui. En fait, nous, on n'impose rien. Il n'y a absolument pas de ces fameux observatoires des traitements, ce guichet unique. Ça va être des décisions collégiales et qui sont vues à l'intérieur d'une filière. En revanche, pour pouvoir revoir, et puis les rapports d'activité, vous le trouvez en ligne sur le site, vous pouvez voir par exemple la filière Finemus qui, depuis la mise en place de la filière, a vraiment fait un gros travail autour de ce fameux guichet unique. Qui n'est pas réducteur, mais qui permet d'être plus dynamique pour pouvoir répondre rapidement aux essais cliniques, etc. La filière G2M aussi, maladie métabolique, a pris la suite un peu sur cette idée de guichet unique. Donc, je pense qu'il faut aussi voir comment ça a été un peu présenté par les autres filières. Et Charam vraiment le défend beaucoup. Donc, je pense que de se rapprocher de Charam Atarian, ça peut être un plus aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces échanges brefs, malheureusement, mais qui nous enrichissent. On pourra montrer vos diapositives aux membres de la filière, hein, on les partagera. Oui, j'ai repéré une faute d'orthographe, hein, vous m'excuserez. On va la chercher, on aura peut-être du mal. Alors, merci encore, Anne-Sophie. Très bonne journée.